Voilà, je vous propose qu'on y aille, pour pas qu'on finisse trop tard. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue et à toutes à ce webinaire autour de la gouvernance des données. J'ai volontairement séparé finalement cette présentation en deux parties. Une première partie où je vous ferai une petite introduction à propos du contexte, à propos de la NLPD. C'est volontairement quelque chose qui n'est pas exhaustif, parce que sinon on en a pour 4 heures, ce n'est pas le but. Si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez venir vers moi et puis on peut sans autre regarder pour vous accompagner de manière un peu plus approfondie. Vous verrez dans cette première partie, quelque chose qui est très important dans cette loi, c'est finalement les mesures techniques et les mesures organisationnelles que vous devrez mettre en place finalement pour vous y conformer. Donc ça, finalement, c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie. Et je pense que c'est finalement la partie qui nous prendra le plus de temps. Au niveau du fonctionnement, donc c'est un live event Teams, d'accord, donc vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas m'interrompre en quelque sorte. L'idée, elle est que vous avez un onglet QA à disposition pour poser vos questions. N'hésitez pas, dès que vous avez une question, écrivez-la, posez-la. Moi, je ne vais pas les voir durant la présentation, mais l'idée, c'est que je fasse 45 minutes et puis qu'à la fin, je prendrai votre liste de questions et puis je tâcherai d'y répondre. Peut-être qu'il y a des choses entre deux, j'y aurais déjà répondu dans le cadre de la présentation. Donc à ce moment-là, on les passera, mais n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions dès qu'elles vous viennent pour éviter de les oublier d'ici la fin de la présentation. Au niveau encore deux informations, cette présentation, ce webinaire est enregistré, donc vous pouvez sans autre, à la fin, y accéder, le revisionner, le partager également avec d'autres de vos collaborateurs ou connaissances ou personnes intéressées. C'est à votre disposition. Parfait. Quelques mots sur moi en quelques secondes. Donc moi, c'est Alexis Clément, je suis architecte chez Cizel depuis maintenant bientôt 5 ans. Je me suis occupé pendant 2-3 ans principalement de tout ce qui était lié au monde du workplace, tout ce qui était environnement utilisateur, modern workplace notamment. Et puis depuis 2 ans maintenant, suite à la demande, j'ai décidé de me spécialiser dans tout ce qui était finalement la gouvernance des données, la protection des données, qui devient finalement un sujet, je dirais, primordial pour toute organisation, peu importe sa taille. Alors, première partie, comme je l'ai dit, je vais essayer de vous résumer de manière assez simple et claire les enjeux de cette nouvelle loi, de la révision finalement de cette LPD, et puis du contexte. Donc, au niveau du cadre légal, pour faire simple, il y avait déjà une loi fédérale sur la protection des données qui date de 1992. Donc, il y a des gens des fois qui croyaient qu'il n'y avait rien jusqu'à maintenant, qu'on avait une espèce de désert. Ce n'est pas le cas. Il y avait déjà une loi, simplement, elle est un petit peu ancienne. Vous voyez l'état de l'informatique il y a 30 ans en arrière. C'est clair qu'il n'était pas le même qu'aujourd'hui. Donc, effectivement, je pense qu'un dépoussiérage et puis une amélioration s'imposait. Ça vaut aussi du côté européen. Il y a un règlement, le RGPD, qui est sorti en 2018. Finalement, l'idée, la Suisse n'a pas trop de choix finalement que de s'aligner sur ce qui est également imposé par ce règlement-là. C'est pour ça que, après des longs débats et des années de discussions parlementaires, ils sont arrivés sur un nouveau projet de loi qui s'appelle NLPD, d'accord, et qui sera appliqué à partir du 1er septembre 2023. Le champ d'application, et ça c'est important de bien le comprendre, c'est une loi qui va s'appliquer uniquement en Suisse, d'accord, donc sur les personnes, d'accord, personnes morales, personnes physiques en Suisse. À savoir que si des organisations étrangères produisent des effets en Suisse, je prends l'exemple, je ne sais pas, d'un Microsoft 365, d'un Google Street View, peu importe, du moment où ils rendent accessibles leurs services en Suisse, ils sont obligés également de se conformer à la loi. Ce qui est important, c'est que cette loi, finalement, elle couvre exclusivement les données personnelles des personnes physiques. D'accord? Donc, elle ne couvre pas les notions de les données finalement de l'entreprise,
les secrets industriels, les choses comme ça. C'est vraiment basé sur les données personnelles des personnes physiques. Au niveau des acteurs, alors j'en ai retenu 3, hein, c'est vraiment les acteurs principaux, mais pour que vous compreniez bien finalement la suite, on va souvent parler de personnes concernées. La personne concernée, finalement, c'est une personne physique, donc c'est vous et moi. Donc c'est une personne qu'on peut identifier ou qui est identifiable, d'accord, et puis dont les données personnelles, les données de cette personne, font l'objet d'un traitement. On parle également de responsable du traitement. Le responsable du traitement, finalement, alors ça peut être une personne physique ou une personne morale, ça sera plus facilement une personne morale, ça dépend tout le type d'organisation, qui finalement va définir le traitement, les finalités de ce traitement et les moyens mis en œuvre pour finalement traiter ces données personnelles. D'accord. Je peux prendre l'exemple, vous avez une entreprise, prendre Cizel, d'accord. Cizel traite quotidiennement finalement des données personnelles sur ses collaborateurs, sur ses clients, sur des partenaires, sur des prestataires externes. Voilà. Donc vous avez toutes ces personnes concernées et puis vous avez un responsable du traitement qui est Cizel. Et puis un point également important, un troisième acteur, c'est le sous-traitant. C'est rare une organisation finalement qui traite elle-même toutes ces données à l'interne. En général, il y a toujours un sous-traitant qui intervient. Je parlais avant de Microsoft 365. Dans ce cas-là, si votre organisation utilise Microsoft 365, automatiquement, Microsoft devient l'un de vos sous-traitants. Donc là, encore une fois, un sous-traitant, c'est une personne privée, ça peut être physique ou morale, suisse ou pas suisse, qui va finalement traiter des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. Pour bien comprendre, hein, comme je l'ai dit avant, de quoi on parle, donc on parle de données personnelles. D'accord ? Données personnelles, c'est quoi? C'est toutes les informations sur une personne physique qui permet d'identifier cette personne. D'accord ? Donc ça peut être le prénom, ça peut être le nom de famille, ça peut être l'adresse, ça peut être le numéro AVS. Je ne vais pas tous les faire parce qu'il y en a une grande liste. Ce qui est également important, c'est que les données pseudonymes sont également considérées comme des données personnelles. Si en fait, il existe un endroit, une table de correspondance qui dit, cet identifiant-là, ce pseudo-là, il est attribué à telle personne, un nom d'utilisateur par exemple, c'est également considéré comme une donnée personnelle puisque ça permet finalement, avec une table de correspondance, d'identifier la personne derrière. Par contre, les données anonymes, où là finalement, il n'y a plus le moyen de faire le lien entre les données et la personne, ces données-là ne sont pas prises en compte, finalement, ne sont pas prises en considération par la loi. Dans ces données personnelles, on a des données personnelles sensibles, d'accord ? Là, c'est une liste qui est définie et puis qui est finie. Vous l'avez ici, donc je ne vais pas tous les citer, mais en gros, tout ce qui est les opinions religieuses, politiques, les données sur la santé, sur la sphère intime, tout ce qui est poursuite, sanctions pénales, sanctions administratives, l'aide sociale, toutes ces choses-là, c'est des données personnelles, mais finalement qui sont un cran dessus, puisqu'elles sont beaucoup plus sensibles qu'une donnée comme le prénom, par exemple. D'accord ? On verra que finalement, en fonction de cette sensibilité, là aussi, les mesures à prendre derrière ne sont pas forcément les mêmes. Je vous ai beaucoup parlé de traitement. Un traitement, c'est quoi finalement? C'est n'importe quelle action qu'on pourrait faire sur des données personnelles. Le fait de collecter des données, c'est déjà un traitement. Le fait de les stocker sur un disque dur, sur un service cloud, peu importe où, dans un email, c'est un traitement. Le fait d'utiliser ces données-là, de les partager, de les communiquer, de les afficher, de les archiver, de les supprimer, de les détruire, tout ça, c'est considéré comme du traitement. D'accord ? Donc moi, je vais beaucoup employer le terme de traitement, mais finalement, c'est quelque chose qui est très, très large. On parle également une dernière définition, c'est la violation de la sécurité des données. Là aussi, finalement, dès que, d'une manière ou d'une autre, on a une violation de sécurité, que ce soit illicite ou de manière accidentelle, hein, peu importe, on verra après des exemples, puis que cela, ça engendre finalement la perte de données, la modification, leur suppression, alors que ce n'était pas voulu,
ou ben, aussi le cas finalement le plus grave, hein, qui est le fait que ces données soient divulguées à des personnes qui n'étaient pas autorisées. Tout ça, c'est considéré comme la violation de la sécurité des données. Donc voilà pour les définitions de base. Je pense que c'est important qu'on ait tous ces définitions pour la suite. Au niveau des principes de base, dans la loi, il y a 8 principes de base. Alors, je ne les ai pas, volontairement pas tous pris. Là, il y a vraiment un extrait choisi avec 3 principes de base. Mais c'est ceux, en tout cas à mes yeux, qui seront plus explicites pour la suite. On a une notion de proportionnalité. La loi, elle dit, c'est que finalement, le responsable du traitement, d'accord, donc c'est CISEL, c'est les organisations dans lesquelles vous travaillez, ne doivent traiter des données personnelles que si c'est nécessaire pour atteindre un but. D'accord? Je ne peux pas traiter des données personnelles juste pour le plaisir, sans réel but derrière. Ce qu'elle dit également, c'est que je dois être proportionnel au niveau du temps de conservation. Je ne peux pas dire, je collecte des données pour un projet, puis ensuite je les garde pendant 30 ans, parce que moi j'ai l'habitude, ça c'est une habitude qui est dans quasiment toutes les organisations que j'ai accompagnées jusqu'à maintenant, on stocke les données, on les entasse, parce que on dit potentiellement, peut-être qu'un jour elles pourront me resservir. Ça, légalement, on n'aura plus le droit de le faire. Parce que finalement, le responsable du traitement sera obligé de définir des délais de conservation. Dire, OK, tel type de données, je vais garder tant de temps. Soit parce qu'il y a une loi qui m'oblige à garder, je ne sais pas, 10 ans, hein, on peut prendre l'exemple de tout ce qui est les documents comptables, mais souvent d'autres informations, une durée de conservation de 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ça peut être déjà largement suffisant. On parle également de finalité. La finalité du traitement, c'est quoi? C'est que finalement, si je dis à mon collaborateur ou à mon client, je vais collecter des données personnelles pour réaliser tel projet ou faire telle action, je dois m'y tenir. Je ne peux pas, par exemple, dire, OK, vous vous êtes inscrit à ce webinaire, d'accord, via un formulaire. Je vous ai dit, finalement, vous avez donné vos informations personnelles, votre nom, votre prénom, votre adresse email, votre organisation, pour qu'on puisse vous inviter à ce webinaire et puis que vous puissiez y participer. Je ne peux pas ensuite prendre ces données-là et puis, je ne sais pas, vous envoyer la publicité, par exemple, parce que je dis, j'ai les données, ça tombe bien, je vais les utiliser pour autre chose. Je n'ai pas le droit. La finalité, elle doit être connue par la personne concernée, donc par vous et moi, pour que vous puissiez finalement savoir ce que je vais en faire. Et puis, un point très important, c'est la notion de sécurité. Finalement, le responsable du traitement et tous les sous-traitants qu'il choisira, d'accord, il doit s'assurer que toutes ces personnes-là mettent en place les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir une sécurité adéquate des données personnelles. D'accord? Donc ça, on le verra après, toutes ces notions de mesure. Et puis, le but, encore une fois, c'est d'éviter toute violation de la sécurité des données, hein, comme je vous ai expliqué avant. Une autre notion qui est ajoutée également par cette loi, c'est finalement les droits de la personne concernée. Moi, en tant qu'individu, en tant que personne physique, mes données personnelles, je les ai déjà données à plein de personnes morales, d'accord, à mon employeur, à mon opérateur téléphonique, enfin voilà, il y en a une liste, je pense, qui est inimaginable. Avec cette loi, j'aurai le droit maintenant, en fait, de demander, par exemple, je pourrais dire à CISEL, voilà, je suis collaborateur de CISEL, j'aimerais savoir, CISEL, quelles sont les données que vous détenez sur moi? Et l'organisation, donc le responsable du traitement, est obligé de me répondre gratuitement, d'accord, et dans un délai qui est dit raisonnable. Si je pose la question aujourd'hui, un délai raisonnable, ce qui est considéré pour l'instant, c'est environ 30 jours, environ 1 mois. Si CISEL me dit, Alexis, on te répond dans 3 ans, là, on est, je pense, en dehors déjà de la notion de délai raisonnable. Et puis, ce qui est important également, c'est que même s'il n'y a pas de demande, même si moi, je ne demande pas, en cas de violation de la sécurité des données, je prends un exemple, mon opérateur téléphonique, il égare mes données personnelles ou il y a une attaque et puis des données personnelles s'en vont dans la nature, il est obligé d'informer toutes les personnes concernées dont les données finalement ont été perdues ou ont été modifiées ou altérées. Et ça, il doit le faire même sans demande. C'est obligatoire, il est obligé de le faire. Et puis, de manière générale, on est obligé toujours d'informer également les personnes concernées
on va traiter leurs données personnelles. Donc ça, de manière générale, dès que je collecte des données, je dois informer les personnes concernées que je collecte leurs données. Je fais juste un tout petit tour sur les questions qu'il y a. Là, on a vu les droits de la personne concernée. Un des derniers points, finalement, dernier sujet, c'est les obligations du responsable du traitement. D'accord ? Là aussi, c'est un extrait choisi. J'ai volontairement pas tout mis. Il y en a 11 dans la loi. Là, j'en ai retenu 6. La première, c'est le registre des activités de traitement. Ça concerne uniquement, alors légalement, hein, d'accord, les organisations qui ont plus de 250 collaborateurs. On ne parle pas d'EPT, on parle vraiment de 250 collaborateurs sous contrat. Toutes ces organisations-là, elles doivent obligatoirement tenir un registre, ça fait partie des mesures organisationnelles, finalement, on le verra après, dans laquelle, finalement, je dois mentionner chaque traitement de données que je fais. Est-ce que je sous-traite? Quels sont le type de données que je traite? Quelles sont les mesures techniques que j'ai mis en place pour garantir la sécurité? Est-ce qu'il y a déjà eu un problème? Enfin, voilà. Je dois vraiment avoir une sorte de tabelle. Hein, c'est un document avec un certain nombre de colonnes qui sont imposées pour, finalement, tenir un registre de tout ça. Si j'ai moins de 250 collaborateurs, je ne suis pas obligé de le faire. Hein, c'était une volonté, finalement, du Parlement pour éviter finalement que des PME d'une taille plus raisonnable doivent passer finalement et investir beaucoup de temps pour maintenir ce registre-là. Et vous verrez que de manière générale, on verra après dans les mesures, moi en tout cas personnellement, je recommande de tenir un de ces registres dans tous les cas. On peut faire quelque chose de plus simple si on n'est pas sous l'obligation de le faire, mais ça permet quand même d'avoir une certaine vue globale, une vue d'ensemble, et puis pour pouvoir finalement avoir une gouvernance des données, pouvoir suivre un petit peu tout ce qui se passe, c'est un outil qui est assez pratique. Deuxième chose, l'analyse d'impact. De manière générale, quand je vais faire un projet, je prévois de faire du traitement de données personnelles, peu importe dans quel contexte. Du moment où je commence à traiter des données qui deviennent très sensibles, du moment où il peut y avoir des risques, je dirais, assez élevés pour les personnes concernées. Je donne un exemple, je collecte des données, puis ensuite ces données, je vais les analyser pour définir par exemple des profils types. Prendre l'exemple de la COP hein, qui récolte des données sur vos achats pour ensuite savoir voilà, quel type de consommateur vous êtes. Puis pour derrière ensuite orienter la publicité et les actions qui vous sont proposées. Ça, c'est du profilage, d'accord? Donc, c'est du traitement. C'est des données qui sont sensibles et en plus, c'est du traitement qu'on appelle à risque élevé. Donc là, dans ces cas-là, obligatoirement, on doit faire une analyse d'impact. Là aussi, c'est des choses standards qui sont demandées par la loi. Et puis, c'est une analyse, un document qui doit être établi avant tout traitement, finalement, de données dans ce cadre-là. Troisième notion, le transfert à l'étranger. Il faut savoir que la nouvelle loi, en fait, elle n'indique plus qu'on n'a plus le droit de transférer des données personnelles à l'étranger. C'est quelque chose qui était, je pense, déjà dur à respecter. Et puis honnêtement, au jour d'aujourd'hui, avec toutes les solutions cloud, tout ce qui existe, c'est illusoire de penser qu'on ne peut jamais finalement sous-traiter de données à l'étranger. Je pense que c'est quelque chose qui est assez illusoire d'y penser. Par contre, il y a deux choses. Il faut savoir que le Conseil fédéral lui-même va tenir en fait à jour, et il le fait déjà, une liste d'États, je dirais, de confiance, dans lesquels vous pouvez finalement, sans autre mesure, sous-traiter le traitement de données personnelles. Alors ça va être quoi? Ça va être les pays de l'Union européenne, hein, puisqu'ils sont finalement soumis au RGPD, et puis ce qui est très similaire à la NLPD. Et si on prend l'exemple des États-Unis, qui est quand même un très gros acteur dans le cloud, hein, solution Microsoft, Google, peu importe ce que vous voulez, les États-Unis ne feront pas partie de cette liste, simplement parce que au niveau des lois qu'ils ont chez eux, au niveau fédéral, ils ne peuvent pas garantir finalement ce qui est demandé par la NLPD ou par le RGPD. Par contre, ce n'est pas pour autant que vous ne pouvez pas partager de données personnelles avec ces pays-là. Simplement, vous devez prendre finalement les mesures techniques et organisationnelles, on le verra après, ou alors ça peut être contractuel, mais c'est des fois compliqué avec un pays hein, qui a des lois qui sont quand même en dessus des contrats. Mais voilà, l'idée c'est de prendre finalement les mesures techniques et les mesures organisationnelles pour s'assurer que la protection des données sera quand même assurée, malgré le fait que l'État
et pas un état de confiance, si on peut dire ça comme ça. La sous-traitance, hein, je pense que j'en ai déjà passablement parlé. Ce qui est important, c'est que finalement, c'est toujours le responsable du traitement qui sera responsable, hein, d'où son nom, en cas de problème. Moi, je peux avoir 3 sous-traitants. S'il y a une violation de la sécurité des données chez un sous-traitant, le préposé fédéral, la justice, elle va venir chez moi en tant que responsable du traitement. Elle ne va pas aller chez le sous-traitant. C'est toujours le responsable du traitement qui sera inquiété en cas de problème. Donc, c'est à lui, finalement, de s'assurer que les sous-traitants qu'il choisit, eh ben, ils mettent en place les mêmes mesures que lui, et puis que, déjà, ils respectent la loi. C'est aussi quelque chose qui est important. Puis à savoir qu'il y a également, on le voit après, hein, le devoir d'information. Hein, comme je l'ai dit, ça fait finalement écho aux droits de la personne concernée. Hein. Je dois informer, finalement, de tout traitement de données personnelles que je ferai sur une personne. Mais ce que je dois aussi faire, et là on revient sous la sous-traitance, je dois informer la personne concernée, elle doit pouvoir savoir finalement quels sont les sous-traitants avec lesquels je travaille. Je dois tenir une liste, je n'ai pas le choix, ça c'est obligatoire. Et puis je dois dire, voilà, dans le cadre de ce traitement-là, hein, on parlait avant du registre des activités, c'est un petit peu ça. Dans le cadre de ce traitement-là, je travaille avec ce sous-traitant A, ce sous-traitant B. Le A, il est en Suisse, le B, il est aux États-Unis, et puis je suis obligé de le déclarer. Je n'ai pas le choix, d'accord. Encore une fois, la personne concernée a le droit d'avoir accès à ces informations-là. Et puis, le dernier point que j'ai choisi, c'est l'annonce des violations de la sécurité des données. Ça aussi, c'est une obligation, d'accord. Je ne peux pas dire, ouh là là, je me suis fait attaquer, j'ai perdu des données sur mes collaborateurs, sur mes clients, et puis heureusement, ça n'a pas fait trop de bruit. J'ai payé la rançon auprès du hacker. Je dis rien et voilà. Alors, jusqu'à maintenant, c'était possible. Okay. À partir du 1er septembre, je suis obligé d'annoncer au préposé fédéral ou au préposé cantonal, hein, pour tout ce qui est les communes, les villes, je suis obligé d'annoncer que j'ai eu une violation de la sécurité des données. Ce n'est pas forcément que je vais me faire taper sur les doigts, mais je suis obligé de l'annoncer. Et si je ne l'annonce pas, puis pour une raison XY, ça sortirait. Hein. Il suffit qu'un employé ait entendu qu'il y a une fuite des données et puis que lui saisisse le préposé fédéral. Le préposé fédéral décide d'enquêter. S'il n'y a pas eu annonce, là, par contre, clairement, là, c'est la négligence. 2 derniers points, et puis on aura terminé avec cette première partie. Là aussi, c'est des extraits choisis. Qu'est-ce qu'un traitement illicite? Finalement, c'est assez simple. Un traitement est défini comme illicite si, déjà, le responsable du traitement ne respecte pas les obligations que vous voyez là. Je dis en réalité, il y en a 11, hein, mais peu importe. C'est ces 11 obligations-là. Ou alors, mais ça paraît assez logique, si je traite des données contre la volonté expresse d'une personne concernée, là aussi, potentiellement, je suis dans l'illégalité. Et puis, si je communique à des tiers, sans raison, un grand nombre de données sensibles, des profils de personnalité, on en parlait avant, typiquement, le profil de consommateur de la COP avec votre Supercard, là, potentiellement, je suis aussi dans un traitement illicite. En cas de traitement illicite, où finalement, je ne respecterai pas mes obligations, hein, j'annonce pas, je sous-traite, mais je ne m'assure pas que les sous-traitants ils soient conformes, j'ai plus de 250 collaborateurs, mais je ne maintiens pas un registre, il y a des dispositions pénales qui sont prévues. Il faut savoir que ce qui est prévu, c'est que en cas de traitement illicite non justifié, le responsable du traitement, et c'est encore une fois toujours le responsable du traitement, hein, pas les sous-traitants, s'expose à une amende au maximum de 250 000 francs. Alors, c'est un montant qui peut paraître grand, hein, mais par rapport à ce qui est appliqué dans l'Union européenne, hein, vous prenez le cas d'un Facebook qui a été condamné en début de semaine là, à payer 1,2 milliard d'amende à l'Union européenne, donc c'est un montant qui est relativement, je dirais, peu dissuasif en fonction de la taille de l'organisation. Hein. Mais en tout cas, pour n'importe quel PME, je pense que 250 000 francs, c'est quand même quelque chose qui est relativement important. Ce qui est important également à noter, c'est que, en principe, il y a condamnation quand c'est volontaire.
d'accord? Donc, je fais quelque chose d'illicite, volontairement, j'annonce pas la violation de sécurité, ben, là, je pourrais être condamné. En principe, ce n'est pas le cas en cas d'accident. Je me suis fait hacker mon système, un pirate m'a récupéré des données, ce n'était pas volontaire, je ne l'ai pas fait volontairement. Mais au niveau de la pratique actuelle, en tout cas, c'est ce qui se voit beaucoup au niveau de l'Union européenne, en Suisse, on n'a pas encore assez de recul, c'est que quand c'est fait par négligence finalement, parce que je n'ai pas pris, si finalement la justice décide que ben, l'organisation, le responsable du traitement n'a pas pris les mesures organisationnelles et techniques, hein, c'est le deuxième sujet dont on va parler, nécessaires finalement pour protéger ces données, eh ben, ça pourra tout de même être reproché comme un comportement intentionnel. Simplement parce qu'ils estiment que finalement, ben, le responsable savait, il savait qu'il n'était pas au top, il savait que ben voilà, il ne respectait pas forcément tous ces points-là, mais il n'a rien fait. Donc finalement, ça ne sera plus considéré comme accident, mais ça sera considéré tout de même comme un comportement intentionnel, et potentiellement, il peut également y avoir condamnation. Voilà pour le résumé de du contexte. C'est un sujet qui est je dirais aujourd'hui incontournable, hein. Vous ouvrez simplement le journal chaque jour, il ne se passe jamais, en tout cas une semaine, en Suisse, hein, simplement en Suisse, hein, je ne prends pas les exemples en Europe, où il y a finalement des données et puis des actions qui tomberaient hein, sous le couperet de cette loi. Hein. J'ai mis ici quelques extraits choisis, hein, mais on voit le canton de Vaud, finalement, le médecin cantonal qui a fait une erreur. Il a envoyé un mail, il a fait un mailing, hein, une mailing list à 300 personnes sans finalement cacher hein, les adresses. Donc, bah, ça, typiquement, ça tombe sous le coup de la NPD. Il y a eu le département de l'éducation de Bâle-Ville, hein, ça c'était la semaine passée ou il y a 2 semaines, qui a subi une attaque, qui a perdu des informations sur plein d'enfants. Là aussi, c'est un petit peu moyen. Exemple des CFF hein, qui ont caché pendant 3 ans qu'ils étaient au courant qu'il y avait une faille, qu'il y avait une faille sur leur système et une fuite de données. Là aussi, ben, la notion d'annonce obligatoire, on est relativement très loin. Le groupe ABB, hein, qui est là aussi, c'est très récent, hein, la semaine passée, hein, qui a annoncé également une grosse attaque avec beaucoup de fuites de données. Il y a le cas d'Amag, hein, Amag Leasing, pareil, c'est un petit peu le même exemple que le canton de Vaud. Finalement, ils ont fait du mailing, finalement les adresses des destinataires. On a vu avant l'adresse email avec un prénom, un nom. C'est une donnée personnelle. Je ne suis pas censé l'envoyer à 300 personnes parce que, enfin, je n'ai pas fait exprès, j'ai oublié de masquer les adresses. Tout ça, finalement, ce sont des cas où il y a eu une obligation qui n'a pas été respectée, un des principes de base qui n'a pas été respecté. Et puis finalement, bah, je vais tomber sous le coup de la loi. Voilà. Deuxième partie, finalement, bah, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place techniquement ou organisationnellement, hein, ce n'est pas forcément des mesures techniques, mais en gros, qu'est-ce que je dois mettre en place pour m'assurer finalement que de façon alors, simple, ça c'est à déterminer, mais en tout cas de manière efficace, je puisse respecter les obligations hein, qu'on a vues avant. Pour faire simple, la Confédération, ils ont en fait regroupé ces mesures, d'accord, en 4 catégories. Donc, A, B, C, D. On a la notion d'accès aux données. Là, l'idée, vous le verrez après, c'est de dire, ben, finalement, on va mettre en place tout ce qu'on peut pour contrôler l'accès aux données personnelles et puis éviter finalement des fuites ou des événements indésirables. Deuxième chapitre, on l'a vu avant, il y a un principe de base qui est la proportionnalité. Terminer le fait de dire, moi, les données, je les entasse pendant 35 ans parce que potentiellement, si un jour j'en ai besoin. Non, ça, je ne peux plus me permettre. Je dois, dans le cadre de ma gouvernance, mettre en place une notion de cycle de vie des données. On le verra, hein, c'est assez large. Mais finalement, pour pouvoir dire, ben voilà, un traitement, il a un début et une fin. Et finalement, quand le traitement est terminé, potentiellement, la donnée doit être détruite.
ou archivées de manière sûre. On a une notion de transfert des données. Là aussi, l'idée, c'est que finalement, en 2023, c'est quand même assez rare pour une organisation d'avoir pas de transfert de données. On parlait avant de sous-traitants. On aussi parler d'applications qui finalement échangent des données entre elles. Tout est interconnecté aujourd'hui. Donc là aussi, il y a des mesures à prendre finalement dans cette notion de transfert des données pour éviter également des potentielles fuites et événements indésirables. Et puis la dernière notion, on l'a vu avant, c'est le droit d'accès. Rien à voir avec l'accès aux données. Là, on parle des droits, d'accord, de la personne concernée. Je l'ai dit avant, en tant que personne physique, du moment où une organisation traite des données sur moi, je peux demander à savoir quelles données. Je peux m'opposer. Je veux dire, je ne suis pas d'accord pour traiter mes données. Je peux demander à ce que mes données soient effacées. Bref, ça, c'est un droit d'accès. Et puis, comme on l'a vu avant, il y a aussi des obligations. Je ne peux pas me permettre, en tant que responsable du traitement, de dire OK, j'ai une demande d'une personne physique et puis je répondrai dans 2 ans parce que je n'ai pas les moyens en place pour pouvoir répondre. Je ne sais pas quelles données j'ai à disposition, je ne peux pas répondre. Finalement, comme vous le voyez là, ces 4 thématiques, elles sont très imbriquées. Parce que finalement, le droit d'accès, si je sais ce que j'ai comme données, si je connais leur cycle de vie, je peux facilement répondre. Bref, tout ça, finalement, c'est imbriqué. Pour aller de manière un petit peu plus détaillée là-dedans, si on prend la première thématique, qui est l'accès aux données, donc du côté de Cizel, on a finalement regroupé 5 thématiques, 5 actions, 5 chantiers que je dois mettre en place finalement pour pouvoir respecter la loi. La première, c'est la prévention des fuites de données. On l'a vu dans le cadre de la loi, du moment où on a de la perte, du vol de données, ou que c'est divulgué à des personnes non autorisées, potentiellement, je peux être embêté. Donc pour ça, je n'ai pas le choix, je dois mettre en place une politique de prévention des fuites de données, et puis pouvoir, d'une manière ou d'une autre, ça peut être par des mesures techniques ou des mesures organisationnelles, là aussi, il y a différentes choses dont on peut discuter, pour contrôler les accès, contrôler l'utilisation des données et contrôler également leur transmission. Un deuxième point, c'est la prévention des accès indésirables. Là aussi, différentes notions. Déjà, c'est clair, c'est important de savoir qu'est-ce que j'ai comme utilisateur, d'avoir un système, je dirais, central pour gérer ces utilisateurs-là de manière globale. Et puis après, il y a plein de mesures que je peux mettre en place pour prévenir les accès indésirables. Là aussi, c'est très large. On parle de double authentification, d'accès conditionnel, de gestion des accès privilégiés, qui par extension, finalement, alors c'est de moins en moins le cas parce que aujourd'hui les gens sont mobiles, ils travaillent depuis la maison, donc voilà. Et puis on travaille avec le cloud, il y a de moins en moins souvent, je dirais, des serveurs qui sont hébergés dans le local de la cafétéria. Mais de manière globale, finalement, cette prévention des accès indésirables, on peut l'étendre jusqu'à l'accès physique, d'accord, que ce soit au bureau ou au local serveur ou à ce genre de choses-là. Troisième thématique, c'est la sécurisation des périphériques. Encore une fois, c'est bien beau, je peux avoir des belles politiques de prévention des fuites de données, de prévention des accès indésirables. Si mes données si mes périphériques, d'accord, c'est de manière très large, ça peut être mes postes de travail, ça peut être les téléphones que je mets à disposition, ça peut être les tablettes, peu importe. Si mes périphériques ne sont pas sécurisés, puis là, encore une fois, quand on parle de sécurité, c'est très large. On peut parler de pare-feu, on peut parler d'antivirus réactif, proactif, on peut parler de gestion des vulnérabilités, on peut parler de la manière dont on configure ces périphériques, comment est-ce qu'on les configure en respectant des normes de sécurité pour pouvoir garantir que tout est configuré correctement, qu'on n'a pas de risque de mouvements latéraux, de choses comme ça. Voilà, les données, elles transitent d'une manière ou d'une autre. Dans le cadre du traitement, les données, elles vont transiter par des périphériques. C'est dommage d'avoir, comme j'ai dit avant, plein de politiques en place, mais du moment où la donnée passe par le périphérique, là, c'est open bar, et puis finalement, on perd les données bêtement comme ça. Quatrième thématique, qui n'est pas non plus anodine, c'est la notion de biode. Aujourd'hui, c'est très rare tout de même des organisations qui ne doivent pas traiter avec cette notion-là. Le biode, c'est quoi Le biode,
simplement finalement l'utilisation de périphériques privés, donc de manière globale, non gérée par l'organisation elle-même, pour accéder à des données professionnelles. Je prends un exemple. Moi, j'ai mon téléphone privé, mais depuis ce téléphone, je peux accéder à Teams, je peux accéder à ma messagerie email, puis potentiellement, j'ai accès à beaucoup de données. Il y a souvent des organisations, quand je les accompagne, elles me disent « Oui, mais nous, Biod, on ne fait pas. Les gens, ils ont un périphérique d'entreprise et puis ils travaillent avec ça. » Moi, je leur dis « Mais est-ce qu'ils ont accès finalement à leur mail sur leur téléphone ?»« Ah oui, ça, on ne regarde pas. » Involontairement, vous faites du Biod. C'est très rare aujourd'hui les organisations qui sont totalement verrouillées et qui ne font pas du tout de Biod. Alors, c'est pratique, d'accord, ça amène plein de flexibilité. Mais si on n'a pas une vraie stratégie et puis si on ne met pas en place, encore une fois, des mesures techniques ou organisationnelles pour s'assurer de la sécurité et puis de protéger les données à ce niveau-là, eh ben, là aussi, on aura un souci. Et puis, le dernier point, et pas des moindres, hein, celui-là, on va le retrouver finalement dans les 4 thématiques, c'est la sensibilisation des collaborateurs. Je peux mettre en place toutes les mesures que je veux, les meilleures mesures, les meilleurs moyens de sécurité, les meilleures procédures. Si je ne fédère pas mes collaborateurs à ces notions-là, eh ben, ça ne sert à rien parce qu'on sait comment sont finalement l'être humain. S'il ne comprend pas finalement pourquoi est-ce qu'on met en place ces mesures-là, eh ben, il va passer à côté. Il va contourner et puis il va dire « Ah ben l'IT, ils viennent encore avec leurs mesures supplémentaires pour m'embêter dans mon travail. » Ce n'est pas le but. C'est vraiment important de sensibiliser les collaborateurs pour avoir finalement une stratégie qui puisse fonctionner. Je m'excuse juste 30 secondes. Je dois appuyer sur un bouton. Voilà. Deuxième thématique, c'est la gestion du cycle de vie des données. Comme je l'ai dit avant, terminer le fait de dire, ben voilà, mes données, je les entasse, et puis finalement, ben, je vais les garder pendant 35 ans parce qu'on ne sait jamais au cas où. Pourquoi? Ben, déjà, légalement, j'aurais plus le droit de le faire. Et puis, ben, surtout, ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'en cas d'attaque, en cas de fuite de données, ma foi, les mesures que j'ai prises avant, elles n'ont pas suffi. Ben, si je garde la donnée inutile, en quelque sorte, ben, finalement, la surface d'attaque sera encore plus grande. Ce sera double peine, parce que non seulement ben, on va constater que je n'ai pas mis assez en place de mesures de sécurité pour éviter une fuite de données, mais qu'en plus, je conservais des données que je n'avais pas le droit de conserver. Donc, voilà, c'est pas terrible non plus. Et de manière globale, hein, on le voit, on le verra après pour le droit d'accès, si j'entasse mes données sans arrêt, au bout d'un moment, je perds la maîtrise, je ne sais plus ce que je stocke, je ne sais plus à quoi ça sert. Donc là aussi, c'est important d'avoir une vraie politique à propos de la gestion du cycle de vie. Puis quand on parle de données, c'est de manière très globale. Hein. Ça peut être un fichier, ça peut être un mail, ça peut être un compte utilisateur. Hein. Combien de fois on voit des comptes utilisateurs qui sont créés lorsque le collaborateur arrive et puis finalement, le collaborateur fait 20 ans dans l'entreprise, il accumule des droits au fur et à mesure de son évolution et puis à la fin, il part et puis le compte n'est même pas supprimé. Donc finalement, c'est quelque chose qui est très global. Si on parle de collaboration, combien d'organisations je vois qui ont du Teams, c'est génial, mais finalement, ben là aussi, elles entassent les équipes Teams. Je me retrouve avec 600, 800, 1000 équipes Teams différentes avec des données qui sont réparties partout. Finalement, au final, je ne sais plus qu'est-ce que je stocke, où, quoi, comment et pourquoi. Donc ça, c'est une notion qui est assez importante. Et là, derrière, finalement, on a aussi des mesures techniques ou organisationnelles qu'on peut prendre pour répondre à ça. On a une notion de classification des données. On l'a vu avant, il faut prévenir les fuites de données. C'est compliqué de prévenir des fuites de données si je ne sais pas ce que j'ai comme données et puis si je ne sais pas leur criticité. Des données sensibles, pas sensibles, des choses confidentielles. Donc là aussi, il y a des choses à mettre en place pour classifier les données. Ça aide également à pouvoir répondre derrière aux notions de droit d'accès. On l'a vu, point très important dans la loi, la collaboration avec les sous-traitants. En tant que responsable du traitement, je suis responsable de mes sous-traitants, de ce qu'ils vont faire de la donnée que je leur confie. Là aussi, ben, je dois mettre en place des mesures organisationnelles, contractuelles ou techniques, dans le cadre d'un Microsoft par exemple,
pour être sûr que je respecte la loi par rapport à ça. La journalisation des traitements, on l'a vu, hein, dès que j'ai plus de 250 collaborateurs, je suis obligé de le faire. Là aussi, il y a des mesures à mettre en place. Puis comme je l'ai dit, en dessous de 250 collaborateurs, je ne suis pas obligé de le faire. Mais pour avoir une vue globale, avoir une vraie gouvernance, c'est quand même un outil qui est pratique. Et puis l'autre, je ne vais pas le reprendre, le dernier point, c'est de nouveau la sensibilisation. Encore une fois, il faut que je sois sensibilisé par rapport à ça. Mais si je ne sensibilise pas également par rapport à toutes ces notions-là, ça ne marchera pas non plus. Troisième thématique, c'est le transfert des données. Là, je dirais deux choses principales. On parle de chiffrement des données, d'accord? La loi, elle dit qu'on doit finalement mettre en place toutes les mesures techniques pour éviter des fuites de données. Finalement, on l'a vu, hein, la donnée, elle va se retrouver où? Sur mes périphériques, elle va se retrouver stockée dans mon système, dans mon cloud, dans mes disques réseau, dans mon… peu importe. Mais il y a aussi pas mal de temps où elle va transiter entre ces différents endroits, où elle va transiter entre différentes applications, où elle va transiter avec des externes, peu importe. Là aussi, je dois mettre en place finalement les mesures. Souvent, ça va être du chiffrement, d'accord, pour m'assurer que ces transferts soient sûrs. Et puis, le deuxième point sur cette partie transfert, c'est la maîtrise de la collaboration externe. On le voit hein, aujourd'hui avec les outils cloud, la collaboration avec l'externe, avec les partenaires, avec des clients, avec des fournisseurs, c'est devenu super facile. Plus besoin d'envoyer des mails, je crée une équipe Teams, je l'invite dans l'équipe Teams, ça peut être du Google, peu importe. Je donne accès, en 3 clics, il a accès. C'est génial. Alors, c'est super pour la collaboration. Par contre, ça amène de nouveaux défis. Parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui perdent totalement la main sur ce qui se passe avec la collaboration. Les gens, ils partagent des documents, des dossiers dans tous les sens. Ils invitent des externes. Combien je vois d'externes, des fois, qui ont encore accès dans des organisations, alors que le projet sur lequel ils ont travaillé, ça fait 5 ans qu'il est terminé. Simplement parce qu'il n'y a plus la maîtrise autour de cette notion-là. Donc là aussi, il y a des mesures qui peuvent être prises. Puis la sensibilisation qu'on retrouve à chaque fois. Et le dernier point, mais pas des moindres, hein, c'est la gestion déjà des incidents. On l'a vu, hein, qu'est-ce que je fais si j'ai une violation de la sécurité des données? J'ai des obligations, hein, je ne peux pas simplement dire je mets ça sous le tapis et puis on verra bien si je suis pris ou pas. Non, je dois réagir, je dois déjà informer, puis ensuite, je dois avoir un véritable plan d'action. Je ne peux pas juste dire, bon, voilà, j'ai eu un problème, désolé. Non, je dois quand même pouvoir proposer quelque chose et puis montrer que je m'investis pour résoudre cet incident, en tout cas le mieux possible. Et puis, le deuxième point, c'est la gestion des demandes. Quand on parle de droit d'accès, la principale thématique, c'est les demandes. Moi, en tant que personne physique, je peux demander à n'importe quel responsable du traitement qui a des données sur moi ou pourrait en avoir, hein, je peux même douter qu'il en a, supposer qu'il en a, je peux faire la demande et puis lui dire, voilà, est-ce que tu as des données sur moi? Et il est obligé de me répondre dans un délai raisonnable. Je peux aller plus loin, hein, je peux lui demander, OK, quels sont vos sous-traitants? Ah, OK, vous travaillez avec Microsoft aux États-Unis. Quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour vous assurer que mes données ne seront pas, je ne sais pas, découvertes par le gouvernement américain ou par la justice américaine? Voilà. Ça, c'est toutes les questions que je suis en droit de demander et c'est quelque chose qui va arriver. Donc ça, il faut pas dire il n'y aura pas de demande, les gens ils s'en fichent un petit peu ce qu'on fait de leur protection des données. Si on prend les exemples européens, d'accord, donc je travaille aussi avec des organisations qui ont une patte en Europe et une patte en Suisse. En Europe, ils ont déjà beaucoup de demandes. Encore une fois, ce n'est pas la majorité, mais il y aura toujours des gens qui adorent chercher la petite bête et qui vont vous mettre face à vos responsabilités par rapport à cette protection des données. Et ça, personne ne va y échapper. Puis des fois, ce qu'il faut également faire attention, c'est que ça peut être un motif, je ne veux pas dire pour chicaner, mais c'est un petit peu ça. Je prends un exemple. Je vous demande un service, je ne suis pas trop content du résultat, mais je ne peux pas non plus trop attaquer pour ça parce que ça ne justifie pas forcément. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais embêter au niveau de la protection des données, parce que j'ai le droit. Donc, je vais embêter à ce niveau-là. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faudra être prêt.
Et puis, pour être prêt sur cette notion de droit d'accès, je dois également être prêt sur tout ça. Parce que, encore une fois, si je ne connais pas mes données, si je ne sais pas où j'en suis, c'est impossible de répondre à ces demandes. Impossible. Puis là aussi, il faut sensibiliser les collaborateurs par rapport à ça. Déjà parce que potentiellement des demandes, ils vont recevoir, il faut savoir comment les traiter. Mais aussi que voilà, dès le moment où ils font des actions par rapport à tout ça, d'accord, par rapport à toutes ces thématiques-là, il faut qu'ils soient conscients de ce qu'ils font pour éviter derrière des éventuels problèmes. Voilà. Alors, ça fait 45 minutes, c'est parfait. Je vais peut-être juste conclure 2 minutes avant qu'on passe aux éventuelles questions. On me pose souvent la question, mais comment je vais faire pour être conforme à tout ça au 1er septembre 2023? Alors, je vous le dis très franchement, je pense que c'est impossible. Sauf si vous avez déjà commencé il y a 10 ans en arrière, je pense que c'est impossible. Puis d'une manière générale, c'est impossible d'être parfait. Tout simplement parce que les mesures, les moyens à disposition, ils évoluent tout le temps. D'accord? Puis que votre organisation, elle évolue aussi. Les besoins, ils changent. Les données que vous allez traiter changent également. Donc, en fait, pour moi, il y a la conformité par rapport à la NLPD, c'est pas binaire. C'est pas je suis pas conforme, je suis conforme. C'est pas noir et blanc. C'est un processus, en fait. Je peux vous montrer comment nous, on le voit chez Cizel. En gros, c'est ça. Pour nous, l'idée, c'est que la conformité par rapport à la NLPD, la gouvernance des données de manière globale, c'est quelque chose en fait qui se construit sur le long terme. D'accord? C'est des choses, voilà, je vais déjà faire un état des lieux. OK, je fais un état des lieux, je sais un peu où j'en suis. Je vais prioriser, hein, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qu'il faut quels sont les points sur lesquels je dois m'améliorer le plus vite possible. Et puis, je vais prendre des actions concrètes. Et ensuite, derrière, je vais mesurer. Je vais voir, oh, OK, là, j'ai mis des mesures. Et puis, déjà, j'ai amélioré la situation. Puis après, je vais de nouveau faire des revues régulières. Et puis, tous les temps de temps, prendre des actions pour améliorer ou pour adapter, hein, pour corriger finalement la trajectoire, pour aller vers quelque chose qui soit le plus parfait possible, le plus conforme possible par rapport à la loi. Mais encore une fois, en tout cas, moi, je le dis, ce qui est important pour toute organisation, c'est pas de dire moi je suis parfait, je suis 100% compliant avec la loi. Alors oui, peut-être une organisation qui a un département légal avec des gens qui ne font que ça, peut-être que ceux-là ils seront plus conformes à la loi qu'une PME n'a pas forcément les moyens pour le faire. Par contre, ce qui est important, c'est que chaque organisation, elle soit consciente de toutes ces choses-là, d'accord? Donc, ce soit pas quelque chose soit pas quelque chose d'inconnu. Si j'ai un problème, une violation de la sécurité des données ou une demande qui arrive, je ne peux pas répondre dans les temps, et puis que le préposé fédéral s'intéresse à mon cas, si je peux dire, voilà, moi je sais que je ne suis pas parfait. Je sais que comme organisation, comme responsable du traitement, je ne suis pas parfait. Par contre, voilà ce que j'ai déjà pris comme mesure. J'ai fait un état des lieux. Je sais où j'en suis. Voilà mon plan d'action. Okay, je sais qu'à court terme, je vais travailler sur ça. Parce que je dois m'améliorer sur ça, ça, ça et ça. Puis voilà ma roadmap sur 5 ans, sur 10 ans. Je sais un peu là où je vais aller. À ce moment-là, ils pourront difficilement vous reprocher quelque chose. Le pire des cas, ça serait vraiment l'organisation qui n'a rien pris en compte. Le jour où on a un contrôle, elle dit voilà quoi, moi la NLPD, aucune idée, je ne sais pas ce que c'est et ça ne m'intéresse pas. Là, potentiellement, il pourrait y avoir des problèmes. D'accord. Mais encore une fois, c'est important de ne pas être, comment dire, stressé et angoissé par rapport à ça. Personne ne sera parfait, ni au 1er septembre 2023, ni dans 3 ans. D'accord? Mais ce qui est important, en tout cas, avant le 1er septembre 2023, c'est d'avoir pris conscience de tout ça. C'est ce que vous avez fait ce matin. D'accord? Et puis, également, je dirais de faire une première phase où déjà, je fais une espèce d'état des lieux. Hein, j'accompagne passablement de clients sur ça. Faire un état des lieux et puis dire, voilà où j'en suis, voilà un plan d'action à court terme, parce qu'il y a des choses urgentes qui doivent être faites, et puis voilà une roadmap à plus long terme, à moyen terme, ou avec des actions que je ferai par la suite dans le cadre de mes revues.
Donc, voilà un petit peu ma vision par rapport à cette gouvernance des données. Je pense honnêtement que c'est la vision, en tout cas, qui est, je dirais, partagée par le plus grand nombre. Voilà, alors moi j'en ai terminé. Il nous reste une dizaine de minutes pour les questions. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, on va prendre la première. Donc, je vais la publier, comme ça, en principe, vous la voyez. Donc, si un collaborateur d'un État non Union européenne, et non CH, d'accord, donc par exemple les États-Unis, obtient un permis de travail, peut-elle travailler dans un projet, dans un domaine où la donnée est considérée comme sensible, santé, domaine public? Alors, encore une fois, ce n'est pas un souci, comme je l'ai dit, la loi n'interdit pas le fait que les données puissent être traitées à l'étranger. Alors, on parle de VPN, donc ça permettrait à la personne de travailler directement depuis le système en Suisse, mais peu importe, d'une manière globale, même si ce n'est pas le cas, même si vous travaillez avec du Teams ou peu importe quoi, puis vous invitez les gens dans vos équipes, vous travaillez avec des prestataires européens, États-Unis, ou bien, peu importe, hein, même Russie à la limite, l'important, c'est que vous mettez en place les bonnes mesures. Ça peut être simplement un contrat ou quelque chose que vous faites signer aux collaborateurs en question, ou ça peut être des mesures techniques. Mesures techniques, je ne sais pas, on parle de Microsoft 365. Si je mets des données sur Microsoft 365, je devrais m'assurer que je mette en place du chiffrement, des choses, pour éviter qu'en cas de demande du gouvernement américain, mes données puissent être consultées. Donc, ce n'est pas du tout interdit. Encore une fois, l'important, c'est de prendre les bonnes mesures. Ça, c'est à analyser au cas par cas, ça c'est clair. Voir quelle est la mesure la plus simple et la plus efficace à mettre en place. Ensuite, qui est impacté? Alors, ça dépend. Juste, qui est impacté? Ça dépend. Ce que j'ai pas mis dans les acteurs, parce que je voulais pas aller trop loin, c'est qu'une entreprise, une organisation, un responsable du traitement, il peut également nommer un DPO, d'accord? Donc une personne finalement qui sera responsable de la protection des données au sein de l'organisation. Ce qui est important de savoir, c'est que cette personne-là, il y a certains règlements. Hein. Ça ne peut pas être le directeur, ça ne peut pas être quelqu'un qui est subordonné à un chef d'équipe. C'est quelqu'un qui doit être lié directement à la direction, mais qui ne fait pas partie de la direction. C'est quelqu'un qui doit être indépendant. À savoir que ce n'est pas obligatoire. Je ne suis pas obligé en tant qu'organisation de nommer un DPO. Typiquement, Cizel n'a pas nommé de DPO. Mais je peux le faire. En cas de condamnation, d'accord, admettons, je n'ai pas de chance, je suis condamné à 250 000 francs d'amende. Il y a un DPO, dès que le montant de l'amende dépasse 50 000 francs, c'est le DPO lui-même qui est poursuivi personnellement. Parce que c'est de sa responsabilité de s'assurer de ça. Donc, autant dire que le rôle de DPO, c'est un rôle, je pense, qui va coûter relativement cher parce que les responsabilités sont plutôt grandes, on dira. Dans l'autre cas, d'accord, donc s'il n'y a pas de DPO, c'est l'organisation en elle-même, donc c'est la personne morale ou la personne physique, si c'est une entreprise individuelle, qui sera condamnée. Après, encore une fois, ça dépend. Si c'est une faute grave qui a été commise par l'employé parce qu'il n'a pas respecté les processus en place, choses comme ça, encore une fois, ça a déterminé, mais ça, après, c'est une procédure entre l'employeur et l'employé. Mais ce qui est clair, c'est que dans le cadre des dispositions pénales qui sont prévues pour la NLPD, la justice va s'attaquer exclusivement aux responsables du traitement ou respectivement au DPO si l'amende dépasse les 50 000 francs. Alors, question sur le BIOD. Au niveau du BIOD, possibilité de faire une double authentification pour l'accès à l'application Teams sur mobile, par exemple. Oui, alors clairement, dans les mesures techniques qu'on peut mettre à disposition, on a vu avant la partie sur la partie BIOD, la prévention des accès indésirables. Là aussi, il y a plein de choses que je peux mettre en place. Dans le cadre d'une stratégie BIOD, je peux dire, OK, quand les gens ils accèdent aux données depuis leur téléphone privé, je peux déjà dire, je limite finalement
les applications qui sont utilisables. Je vais accéder à mes mails, OK, mais je limite à l'utilisation d'Outlook. D'accord? Je ne peux pas me connecter avec mon Samsung Mail, je ne peux pas me connecter avec mon application mail d'Apple. Je vais utiliser exclusivement Outlook. Et puis, ensuite, je vais pouvoir mettre des règles sur cet Outlook. Donc déjà, je suis sûr que la personne utilise l'application que je veux. Et puis ensuite, je vais pouvoir mettre des règles sur Outlook pour dire, ben voilà, je ne vais pas contrôler le téléphone de la personne, puisque c'est un périphérique privé, ça serait assez mal vu. Par contre, je peux contrôler les données qui se trouvent sur le téléphone. Du moment où la personne accède à des données professionnelles depuis son périphérique privé, je vais garder la main sur les données. Donc, potentiellement, je pourrais mettre des règles et puis dire, ben voilà, OK, si j'accède à mes mails depuis Outlook, ben, je ne vais pas permettre que je puisse faire du copier-coller, que je puisse prendre une pièce jointe et puis la copier dans mon Dropbox ou dans mon Apple Cloud ou peu importe, iCloud ou peu importe quoi. Ça, c'est des choses que je peux mettre en place. Après, ben, dans le cadre des accès conditionnels, je peux forcer la double authentification. Enfin bref, il y a plein de mesures que je peux mettre en place. Encore une fois, vraiment, le but ce matin, c'était de rester assez générique. Parce que finalement, les mesures, qu'elles soient organisationnelles ou techniques, ben, elles vont toujours dépendre de l'environnement dans lequel vous êtes, et puis des besoins que vous avez, et puis du job que vous faites. Enfin bref, tout ça, ben, ça dépend forcément de tout ce contexte. Alors, on a encore une question. Non, c'était juste pour dire merci. Ben, merci pour votre attention. On est 11h58. J'attends jusqu'à midi, quoi. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous remercie en tout cas pour votre participation. Comme je l'ai dit, le webinaire a été enregistré, donc vous pouvez sans autre le reconsulter, le partager avec grand plaisir. S'il y a un intérêt de votre part, si on prend la slide qui est là, vous faire accompagner finalement pour un audit initial, savoir un petit peu où vous en êtes et avoir finalement un plan d'action, une roadmap basée sur toutes les thématiques qu'on a vues avant, d'accord, hein, réparties en 4 catégories. N'hésitez pas à me contacter, je suis à disposition pour ça, je fais pratiquement plus que ça. Et puis, si vous savez déjà où vous en êtes, et puis que vous avez besoin finalement pour l'une ou l'autre des thématiques qu'on a vues ensemble, vous faire accompagner pour des mesures techniques, pour des mesures organisationnelles. C'est aussi avec grand plaisir que moi et mon équipe, on est à votre disposition. Voilà. Top. Alors, je propose qu'on mette un terme à cette présentation. Je vous souhaite à tous. Encore une question par rapport à Microsoft. Que puis-je faire, moi, tout petit, par rapport à Microsoft? Alors, ce que vous devez faire par rapport à Microsoft, et ça, c'est la question qui me revient, je pense, toutes les semaines, c'est de prendre, encore une fois, les bonnes mesures. Vous ne pourrez pas rédiger un contrat et puis le faire signer à Microsoft. Si vous êtes l'État d'un grand pays, vous êtes Nestlé, peut-être que vous pourrez. Une PME, ben, elle ne pourra pas faire ça. Par contre, une PME, ce qu'elle peut faire, c'est dire, ben voilà, moi j'ai un registre des traitements. Je vais identifier quels sont mes traitements. Ben, je dis par exemple, mes emails, ben, j'ai tel type de données dedans, et puis ça, ben, je le stocke dans Exchange Online. C'est mon choix. Ben, ok, ce n'est pas un pays qui est reconnu par le Conseil fédéral. D'accord? Donc, ce que je vais mettre derrière, c'est finalement les mesures que j'ai mises en place. Déjà, ben, je me suis assuré de ce que Microsoft donne comme garantie. Il faut savoir que Microsoft, ils font le maximum, hein, vraiment, pour être compliant avec le RGPD et avec la NLPD. Ils donnent plein de garanties. Ils ont, en tant que sous-traitants étrangers, ils ont d'autres obligations qu'ils doivent remplir. Je n'en ai pas parlé ce matin. Mais tout ça, en fait, ils le prouvent qu'ils sont conformes avec ça. D'accord? Ils ont un répondant qui doit habiter sur le sol suisse. Ça, c'est en place. Ou sur le sol européen, peu importe. Il y a plein de choses comme ça pour lesquelles ils peuvent donner des garanties. Ce qu'ils disent également, c'est qu'ils ne donneront jamais de données au gouvernement américain, sauf s'il y a une procédure pénale aux États-Unis. Et ça, ben, malheureusement, ils ne peuvent pas le garantir parce que ben, c'est la loi, quoi. En tant qu'entreprise américaine, ils n'ont pas le choix. Donc, ce que peut faire finalement une PME en Suisse, c'est dire, ben voilà ce que j'ai pu identifier au niveau de Microsoft. Il y a un risque résiduel, hein, je ne sais pas, j'estime ce risque à 2% de probabilité que mes données soient concernées par une procédure pénale aux États-Unis.
peut-être c'est des données qui sont un peu sensibles, données sur la santé, des choses comme ça. Ce que je peux faire, par exemple, mesure technique très simple, qui prend une demi-journée à mettre en place, c'est finalement faire un chiffrement sur mon tenant Microsoft 365 avec mes propres clés de chiffrement. Ça, c'est possible. Alors, c'est une option qui est payante, mais c'est quelque chose que je peux mettre en place facilement. Et puis finalement, comme ça, je peux le noter dans mon registre des traitements, que j'ai mis en place cette mesure-là, supplémentaire. J'estimais que ce qui était donné comme garantie n'était pas suffisant. Et puis là, je dirais, je suis quand même couvert, pas à 100%, mais pas loin. Donc voilà, oui, on ne peut pas faire signer des clauses contractuelles à Microsoft si on est une PME, mais on peut de notre côté prendre des mesures et puis donner des justifications par rapport à ça. Voilà, parfait. Alors, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie tous et toutes pour votre attention. Et puis, c'est un plaisir de vous entendre si vous me contactez ou sinon pour un prochain webinaire. Bonne journée, bon appétit. Au revoir.